Bonjour à toi, cher spectateur. Rarement une saga aura atteint ce tel niveau, parce que je pense que hormis les sagas de Halloween, ou les sagas de Jason, ou la saga James Bond, peu de sagas peuvent se vanter d'atteindre l'épisode 10 et d'être toujours rentable. Donc on va parler de Fast and Furious 10 ou Fast and Furious X, réalisé par Louis Leterrier. Histoire extrêmement simple, la famille de Dom se voit menacée par un personnage obscur revenu du passé, précisément de l'épisode 5, puisque le fils de Hector Reyes va décider de faire sa vengeance et de faire souffrir Dominique Toretto, et son meilleur moyen va être de s'en prendre à la famille. Merci mon cher FX. Et donc comme vous en doutez, je ne pouvais pas faire cet épisode sans FX. Après l'épisode 9, maintenant l'épisode 10. Bientôt l'épisode 11, bientôt l'épisode 12. Et après espérons qu'on pourra enterrer cette saga. Comment vas-tu? Je sais pas ce que j'ai vu. C'était bien, on va dire. Oui. Il n'y a pas vraiment de contexte à placer en fait. La saga Fast and Furious fait des happenings maintenant comme la saga James Bond, avec genre attention, vous allez voir ce nouveau personnage au casting, ce nouveau personnage au casting. Regardez, nous avons l'épisode 10. La seule vraie différence qu'il y a par rapport à l'épisode 9, c'est qu'on change de réalisateur avec le Frenchie Louis Leterrier, qu'on garde les mêmes personnes que sur l'épisode 9 à l'écriture, qu'on se retrouve avec un projet qui a l'air d'être toujours aussi surdimensionné. On est sur un long métrage de 2h21, donc on sait très bien que les 350 millions de brousouf qu'il y a au budget, ils vont être rentabilisés. On se doute qu'on va avoir du fun, qu'on va avoir des bagnoles, qu'on va avoir la famille. Contexte placé, voilà. FX, qu'as-tu pensé de Fast X? Fascinant, mais probablement pas de la manière dont il l'aurait voulu. Je pense. Ça, tu peux le dire. Oh la vache. Pour une fois, c'est moi qui vais me marrer et c'est lui qui va être saoulé. D'habitude, c'est moi le chiant. Ça, c'est clair. Que dire, hein? Ouais, non, mais c'est... On va pas dire grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait dit à l'épisode 9, déjà. C'est vraiment la même chose, je pense. Hein. C'est la Voilà. même recette. C'est la même recette, la seule chose qui change, c'est la décimale Louis Leterrier dans l'équation, mais... c'est l'épisode de trop. Déjà, les gens pensaient que c'était l'épisode 9, nous on s'était plutôt bien marré devant l'épisode 9. Ouais. Bah après, c'est... C'était cliché, c'était grossier, c'était facile, c'était... En fait, je pense qu'il faut y aller pour voir des cascades. Oui, et pour voir bah qu'est-ce qu'ils vont inventer oui. comme cascade. Et en fait, franchement, si un mec dans les commentaires nous dit je suis déçu du scénario, j'étais en mode d'où tu sors, frère, enfin... Je vais pas non plus dire ça, mais moi personnellement, je trouve que la vraie faiblesse de son métrage, c'est justement son écriture. Oui, ça, on aura l'occasion de l'évoquer. Mais par contre, oui, on peut pas dire qu'on est déçu, parce que honnêtement, de la part d'un film comme ça, attendre quelque chose du scénar... C'est... Enfin, moi, là où je trouve que c'est quand même correct, c'est qu'effectivement, tu l'as souligné, c'est Louis Leterrier dessus. Le travail visuel est effectué. Il y a encore de l'inventivité. Après, je trouve même que ça commence à faire de... C'est très premier degré, mais ça commence à toucher à la parodie. Alors tu vas me dire que c'était déjà le cas précédemment, mais là j'ai presque l'impression de voir du Moi, Batman c'était déjà le cas depuis l'épisode 7, hein. Mais l'épisode 7 était bien. L'épisode 8 était bof. L'épisode 9 était déjà un peu sur la corde raide, mais ça allait, on se marrait bien. Là, pour moi, l'épisode 10, c'est clairement l'épisode où on comprend que la machine, elle est enrayée, que le moteur, il a besoin d'un petit peu d'huile, que l'eau, elle est en train de complètement foutre en l'air le moteur. Voilà, enfin, c'est fini. Mais je pense que d'ailleurs, même eux, ils l'ont compris, parce qu'ils sont en train de préparer le final. Donc, je pense juste qu'ils vont en tirer un max, parce que... Mais grand paradoxe, ils sont en train de préparer le final, puisque cet épisode a quand même comme punchline le début de la dernière course. Mais entre-temps, Vin Diesel nous sort le studio a en fait validé comme face un épisode supplémentaire. Donc l'épisode 11 ne sera pas le dernier, sera l'épisode 12. Voilà, on a une trilogie de fin. Voilà. Donc voilà. Je te propose qu'on saute tout de suite au niveau de l'écriture. Donc toujours basé sur les personnages de Gary Scott Thompson, écrit donc par Justin Lin et par Dan Meizo qui s'était déjà occupé de l'épisode 9. Nouvelle galerie de personnages qui vient se rajouter donc aux protagonistes principaux. La pléthore de protagonistes principaux. Bah, je ne connais pas leur nom à tous. Hein. Mais voilà, tu pointes déjà un des énormes défauts qu'a pour moi à ce scénario. Il y a trop de personnages. En fait, le scénario est beaucoup trop compliqué. Et pourquoi il est compliqué? Parce qu'il faut faire intervenir un maximum de protagonistes. Et le problème, c'est qu'en plus, ils ont tous la même fonction. C'est la famille. Littéralement, ils sont tous là pour parler de ça. Et autant le méchant, il va être la famille
Il est en train de compter. Je crois qu'il y a au moins 12 personnages principaux Oui, dans ce film. Si tu retires que Dominique Toretto est supposé être le personnage central, je crois qu'il y a au moins 12-13 personnages principaux dans ce film. Oh, je suis en train de me dire, C'est un film choral, en fait, hein. tu peux pas en fait. Tu peux pas gérer autant de structures narratives et autant de paliers en fait de composition de protagonistes. J'ai même envie de te dire, c'est autant de tons entre guillemets. Parce que t'en as 2 ou 3, en fait t'en as 2, j'ai oublié leur nom forcément, mais en gros c'est les comic relief. Bon, en fait ils font leur buddy movie de leur côté. Il y a un film d'espionnage, il y a un film de voiture, il y a un James Bond qui se colle là-dedans, enfin c'est... Il y a trop de niveaux en fait, il y a trop de... C'est ouf quoi. Bah non mais j'ose même pas imaginer la tête qu'avait le scénar, parce qu'honnêtement pour réussir à rendre tout ça cohérent et composer une structure où vraiment on se dise attends il faut réussir à faire en sorte que tel personnage on comprenne qu'il est à tel endroit etc, c'est compliqué. Bah d'ailleurs ils sont obligés de mettre un énorme bandeau à chaque fois qu'on change de lieu. Tout l'écran, on se moquait des films Marvel quand ils étaient obligés de te dire qu'on est à Berlin alors qu'ils te montrent un truc que tu sais que c'est à Berlin, ou genre la Tour Eiffel, on est en France. Là, ils nous montrent carrément un sol gelé, enfin de la glace à perte de vue. Ils mettent Antarctique. Non mais moi j'étais... Et en plus elle fait ah ouais, oh bah ça va pas marcher alors vraiment. Puis elle rentre et je fais mais quoi? Mais donc du coup je ne sais pas si c'est réellement assumé, et c'est ça le problème, parce que réellement le film a des affres de comédie par moment, mais vraiment de comédie, mais pas détourné, c'est vraiment des instants de pur slapstick et des moments d'humour qui sont... Enfin c'est limite si on s'attend pas à ce que durant certaines bastons ils balancent pas une punchline comique à gauche ou à droite, genre on peut discuter Oui, bah d'ailleurs ils le font, parce qu'à un moment ils vont chercher, c'est pas un spoil, hein, il est sur l'affiche je crois, Jason Statham, et le mec il veut juste, tu sais pas pourquoi il sort ses gâteaux apéritifs. Et là, il se prend une tarte et il fait « T'as viré mes snacks !» D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, scène post-crédit de l'épisode 8. Cette séquence qu'on voit dans l'épisode 10. Ah oui. Scène post-crédit de l'épisode 8. Tout était Il y a eu tout un épisode où on ne le voit pas, où on s'en fout. Et en fait, c'était une scène post-crédit qui teasait le retour de Anne. Déjà, Anne, on rappelle qu'il est mort dans le 3. Et qu'en fait, il était pas mort, parce qu'il le ramène dans le 9. Parce qu'il le ramène, déjà il le tease dans le 7, il le ramène dans le 9, avec la scène post-crédit du 8. Voilà. Mais tout est dit, là. Mais non, mais c'est vraiment problématique, parce que c'est une écriture qui est bordélique. C'est une sitcom, c'est les feux de l'amour. Oui. C'est une télénovelle. C'est une télénovelas, putain, je viens de comprendre. Mais tu viens seulement de tiquer, on est sur des histoires de la famille, l'amour, oui, en fait c'est mon frère, en fait c'est ma soeur, en fait c'est le fils de machin. Attends, tu rigoles, mais je suis vraiment en train de me dire, c'est littéralement une télénovelas avec le frère caché qui rappe. Oh merde. Mon pauvre FX, tu viens seulement de comprendre ça. Tu sais, genre le truc, c'est Interstellar dans ma tête là. En fait, tu étais le fils de machin qui était... Non mais une fois que tu vois ça dans ce sens-là, bah ça fait vachement plus de sens en fait. Bah et pour moi ça rend pas le truc plus cohérent. Non, alors, pas plus cohérent, mais tu regardes par exemple Plus belle la vie. En fait c'est un Plus belle la vie avec des voitures et des guns quoi. Mais concrètement, tu regardes Plus belle la vie saison après saison, ça n'a aucun putain de sens. Mais l'important c'est de vivre les personnages au jour le jour. C'était un peu plus terre à terre à la limite. Là, non, pas tout le temps. Hein, oui, sauf que là le souci c'est que je te rappelle qu'il y a des bagnoles qui vont dans l'espace, qu'il y a des bagnoles qui tirent des roquettes à l'arrière et à l'avant. Dans le 1, ils piquaient des caméscopes. Oui, mais c'était drôle, c'était sympa. Et ça c'était un clin d'œil à Plus belle la vie, c'est exactement ça aussi. Bah ouais, mais au moins là, t'es sur un film où, au moins sur les premiers Fast and Furious, on va dire jusqu'à l'épisode 7, en enlevant l'épisode 2 et l'épisode 3 qui pour moi sont tellement annexes qu'ils n'ont aucune cohérence par rapport à tout ça. Mais en restant sur ça, on restait sur un truc, un minimum cohérent et à peu près terre à terre. On rajoutait pas des espèces de trucs de mission, d'espionnage, etc. Où à partir de l'épisode 8, ça devient vraiment too much, extrême, grandiloquent, gaguesque, enfin ça devient trop. Et à partir de l'épisode 8, où il y a des sous-marins qui sortent de la glace en Antarctique, ça devient limite. Le problème c'est que l'épisode 9 posait déjà la limite de les liens familiaux avec ce frère qui sortait de nulle part après 8 épisodes d'une saga où tu supposais tous les connaître et où à aucun moment il n'est fait mention de Jacob. Et où là, dans l'épisode 10, on nous sort le fils d'un méchant de l'épisode 5. Qu'est-ce qu'il faisait depuis l'épisode 5 ? Je vais même aller plus loin. Le mec prépare avec son père de bosser avec un type. Donc le mec bosse avec le cartel. 10 ans plus tard, c'est même pas la CIA, c'est encore au-dessus qui bosse avec lui. Dire les mecs, vous vérifiez le CV des gens avant de les embaucher. Enfin, si on en est à ce niveau-là, il y a rien qui a de sens dedans, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment problématique parce qu'à la limite, tu vois, dans l'épisode 9, le seul vrai élément sur lequel on avait un souci, c'était l'apparition de ce frère. Et limite, le reste, on disait, bon bah ok, d'accord, c'est un peu grandiloquent, mais ça passe. Mais le problème, c'est qu'on est sur un perso
qui entraîne une remise en question d'un autre perso, d'un autre perso, d'un autre perso. Mais moi, j'ai même cru que le frère allait trahir, parce qu'il y a des regards trop bizarres au début du film où il regarde Jacob en mode protège bien mon fils, et j'étais en mode il va trahir, c'est sûr. Et ils ont réussi. Mais non, mais je viens d'avoir un flashback du Vietnam sur des répliques du film, je vous jure. Ah oui, non mais ça, à la limite, ça tu vois, c'est la partie qu'on pourrait vraiment remercier à ce film, c'est d'avoir des punchlines qui vraiment, par exemple, à certains moments sont éclatées. La punchline du barbecue, que tu peux pas spoiler parce que sinon ça va arriver. Mais une punchline autour du barbecue, disons que... C'est presque du méta à ce niveau-là, parce que il te regarde... Le personnage parle à quelqu'un, mais en fait il te parle à toi et il te dit voilà ce qui va se passer avec le barbecue. Il y a quand même des trucs méta à partir du moment où t'as John Cena qui fait une blague sur Mark Wahlberg parce qu'il vendait des slips avant, alors que lui, avant, il faisait du catch. Ouais, mais là, tu vois, c'est méta, mais en même temps, c'est quand même très secondaire. Ça veut dire, là, tu peux pas... Là, on te parle d'un truc qui arrive à tous les films à la fin. Et là, il nous le dit clairement, un truc par rapport à ça, et tu fais... Ah oui, là, on en a plus rien à foutre, en fait. Ouais, non. Mais de toute façon, le personnage de Jason Momoa, ce qu'on peut qualifier, c'est qu'il en a rien à cirer. Hein. Bah, de toute façon, je pense personnellement qu'ils ont écrit ce personnage avec tellement de second degré que ça en devient limite un comic relief, sauf que c'est supposé être l'antagoniste. Ce qui est vraiment problématique parce que ça décrédibilise une grande majorité des séquences où il devrait y avoir de la tension, sauf qu'en fait, il n'y en a pas. Sans spoiler, il y a une scène à un moment où Jason Momoa est en train de faire un plan avec 2 cadavres. Oui, sauf qu'on voit pas tout de suite que ce sont des cadavres. Genre au début, on voit pas. Puis d'un coup, on voit un mec et on voit qu'il est scotché de partout. En leur faisant du vernis sur les pieds. Ouais, et le pied le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Bah, c'est normal, c'est un pied de cadavre. Donc oui. En même temps, on sait pas depuis combien de temps il est mort. Bah, si, c'était le mec du début. Enfin bref. Ça n'a aucun sens. Il est edgy pour être edgy en fait. Hein. Le personnage, il est juste taré parce que on a besoin d'un mec complètement fou et qui puisse être encore plus fou que les mecs intelligents. Donc. Mais parce qu'à côté, en même temps, t'as déjà des personnages qui sont à moitié fous les 3 quarts du temps à balancer des répliques un peu ridicules durant certaines scènes. Enfin... Ouais, moi, je trouve que là où je disais que c'est fascinant, c'est que pour moi, on a un premier degré constant dans le film et en même temps, on a un tel niveau de second degré dans tout le reste. On flirte avec le nanar, alors chacun y verra sa tolérance à la chose, mais moi je dis pas que c'est bien, mais ce que je trouve incroyable c'est qu'on atteint le moment où tout le monde, même dans la production du film, est totalement premier degré, et que le résultat est aussi drôle en fait. Drôle là où ça n'aurait jamais dû être drôle. Pour moi, c'est plus drôle là en fait à ce stade-là. Pour moi, c'est limite exaspérant en fait. Enfin, tu vois, toi, tu vois le côté un peu décalé et vraiment la sensation que c'est genre ils prennent ça tellement au sérieux que ça en devient de la nardesque et limite. Donc, pour moi, cette limite, elle avait déjà été atteinte avec le 7 qui était vraiment déjà drôle et en même temps un peu décalé, mais qui avait une certaine maîtrise et qui assumait un petit peu cet aspect-là et qui rendait le film vraiment fun pour le coup. Là, c'est plus assez fun, je veux dire, on en parlera, mais la mise en scène, il y a des trucs qui sauvent l'ensemble. Mais niveau écriture, on a atteint un stade où, pour moi, on est à la limite du cynisme et d'un espèce je sais pas si c'est de l'ego ou d'un espèce de recul où vraiment c'est genre on se fout à moitié de la gueule de ce qu'on est en train de construire. Et pour moi, ça devient problématique parce que c'est quand même un truc qui rapporte des sous, qui derrière se veut être un minimum crédible, un minimum j'ai bien dit, parce qu'à partir du moment où on est sur des dramas familiaux qui valent les feux de l'amour ou l'amour, gloire et beauté, il y a une vraie question à se poser, mais là vraiment on atteint un stade où tu peux pas crédibiliser ton récit en nous balançant constamment les histoires de famille, de liens familiaux, d'accroche, d'attache, de je dois protéger machin, pour au final constamment nous faire des vannes là-dessus. Et c'est ça la limite vraiment pour moi, c'est que là où la famille pouvait être une vanne dans l'épisode 9, ici, elle devient un espèce de ressort humoristique constant qui n'aide absolument pas l'écriture. Et en même temps, c'est littéralement... Enfin, moi, tu vois, genre Vin Diesel, je le vois dans son film, et d'ailleurs, il l'avait dit hors d'un précédent film, que genre... non, mais j'y crois vraiment à dans l'épisode 9, la campagne de promo était vraiment orientée là-dessus, genre vraiment... Mais je pense qu'il est très sincère. Et que honnêtement, dans le film, son équipe technique, il la considère comme étant sa famille. Pour lui, il y a vraiment cet aspect-là. À l'écran, ça devient une vanne. Et c'est vraiment problématique pour moi. Mais là, c'est vraiment... c'est là où le film échappe à ceux qui le font. Et c'est notre regard après dessus. Je pense, mais c'est là où, tu vois, pour moi, par exemple, Vin Diesel, je dirais pas que c'est Tommy Wiseau, faut pas déconner, tu vois. Parce que ne serait-ce que visuellement, le film... Comme le 9, en fait. Ce qu'il fait, il le fait bien visuellement, quoi. C'est-à-dire que tu voulais voir des bagnoles qui font n'importe quoi, et y croire un minimum, ou vous dire, oh la vache, c'est ouf. Oui, vous le verrez, quoi. Là où Tommy Wiseau, il y avait rien depuis le début, quoi. C'est le naufrage absolu. Là... Ils arrivent encore à être inventifs au 10e, à faire du billard à 8 queues avec des hélicoptères. Et je me dis, ah ouais, pas mal. Après, effectivement, il y a plein de moments qui se veulent tragiques et lourds, en tout cas, où il est censé y avoir une tension. Et en fait,
Enfin, ouais, je pense que les mecs autant les mecs qui tournent le film, les personnages principaux, j'entends, sont très premier degré. Vin Diesel, tu sens qu'il est à fond dedans. Mais c'est vrai que les mecs qui ont écrit le film, bah, surtout ceux qui ont écrit le rôle de Jason Momoa, qui cabotinent à fond les ballons, mais en même temps, c'est ce qu'on lui demande de faire, quoi. On peut pas lui reprocher. Et c'est vrai que, en fait, il y a deux visions totalement contradictoires dans le film. Moi, je trouve ça fascinant à regarder, mais j'irai pas le voir 15 fois, quoi. Et puis surtout, si les deux prochains c'est comme ça, heureusement que ça s'arrête, en fait, quoi. Ouais, t'as raison. Heureusement que ça s'arrête. Tu me tends une perche, donc je vais rebondir dessus. Donc, mise en scène de Louis Leterrier. Mais comme tu dis, c'est assez intéressant de voir à quel point ils ont cette démesure et cette grandiloquence de vouloir en rajouter. Et honnêtement, Louis Leterrier, il fait bien le taf. Mais on avait déjà un petit peu fait le constat sur... alors, c'était pas de l'autre côté du périph', c'était... j'ai plus la suite qu'on avait vue, Loin du périph'. Loin du périph', oui. Où il y avait déjà une vraie envie de mise en scène qui était plutôt efficace et qui tenait le film. Et... en un sens, on sent que Louis Leterrier, il est vraiment là pour s'amuser. Enfin, je reprends ce moment où il doit faire le pont entre le 5 et le 10 au tout début du film. Il y a un vrai travail de mise en scène qui se veut très énergique, très dynamique. Et sur quelques points, on peut retrouver la frénésie et la fantaisie qu'on pouvait avoir sur certains premiers épisodes de la saga Fast and Furious, où il y avait une vraie envie de vouloir proposer un divertissement qui certes soit pas parfait. Et je pense au travail de Rob Cohen sur le premier long métrage qui n'était pas toujours très beau, mais qui avait envie de proposer quelque chose. Il avait une esthétique, quoi. Il y avait une esthétique, c'était pas une esthétique forcément si marquante ou frappante que peuvent avoir certains auteurs, mais en tout cas il y avait cette envie de vouloir proposer quelque chose d'un peu différent dans le genre. Et je dirais qu'au moins Louis Leterrier a l'envie et une certaine passion pour le délire et la grandiloquence qui fait qu'ici on se marre bien, on s'amuse bien et ça fonctionne. Mais la limite est pour moi là, déjà le film est trop long. 2h21, c'est gargantuesque pour un truc qui pourrait être limité à 1h44 comme c'était le cas au début des Fast and Furious. Il y a carrément des persos qu'on peut quitter du film. Il y a carrément des persos qu'on peut enlever. Je veux dire, Letty et Cypher, vous pouvez les enlever de ce film. Elles n'ont aucune incidence. Bon, après, c'est bien évidemment à remettre en perspective par rapport à ce qui va se passer dans le 11 et le 12. Mais je veux dire, à partir du moment où on est à l'épisode... Et à partir du moment où on est à l'épisode 10, voir des teasings comme ça et des sous-utilisations de personnages, c'est à la limite du ridicule. Ça ne fonctionne pas et à la limite il faut carrément les squeezer du récit et les faire réapparaître dans les épisodes suivants lorsqu'on sait qu'on va pouvoir se permettre de faire une conclusion quand même assez gargantuesque. J'utilise beaucoup ce mot parce que pour moi c'est assez évident en fait que c'est ça qui caractérise ce film. C'est constamment dans l'excès, dans la folie, dans une espèce de... Toujours plus, voilà, à partir du moment où on a une bombe qui roule dans les rues. Je savais pas que Rome était en pente comme ça, hein, personnellement. Je savais pas que c'était à ce stade-là. Je suis jamais allé, mais c'est déjà une bombe en forme de boule. À la limite, il manquait plus que la petite mèche au-dessus, quoi. Enfin, oui, non, mais c'est ça. Que tu as quasiment avec le logo Activated marqué sur la bombe. Enfin, c'est... Mais en soi, cette séquence-là, pour moi, c'est une des plus réussies du film parce qu'elle est vraiment dynamique et honnêtement, je me suis dit, je crois qu'elle dure quasiment 15 minutes non-stop. J'étais impressionné de voir à quel point il y avait du rythme constamment du début à la fin. Et j'étais vraiment en train de expertise quand même là-dedans. Oui, et j'étais vraiment en train de me dire, Louis Leterrier, au moins, il sait ce qu'il doit faire. Mais par contre, tu auras beau mettre un auteur comme ça aux commandes, il ne peut pas rattraper un manque flagrant, je vais pas dire cohérence parce que ça serait débile au vu de ce que le film nous sert devant le nez, mais un manque de logique par rapport à ce qui doit être construit autour de ça. La logique est complètement aux fraises. Et pour moi, à la limite, on peut pardonner ça lorsque c'est assumé. À la limite, tu vois, quand dans l'épisode 7, il traverse 3 tours à Dubaï dans une bagnole, il y a quand même le fait que la bagnole était déjà là. Et donc du coup, qu'il y a une certaine cohérence par rapport au fait que certes, c'est débile, il fait traverser 3 tours à une bagnole, mais au moins la bagnole, elle était là. Donc tu peux te dire, c'est logique. Là, il y a des scènes. Normalement, les persos sont morts depuis 10 ans. 10 ans. De toute façon, enfin, c'est même pas un spoiler, enfin, on va pas appeler ça un spoiler, mais déjà, il le faisait dans les films précédents. Dominique Toretto, c'est un envoyé de Dieu, c'est pas possible. Le mec, il arrête des balles de sniper avec une portière. Il y a des explosions qui renversent sa bagnole, il a le pare-brise qui lui arrive dans la gueule. Il n'y a pas égratignure. Il n'y a pas de sang dans le film. Alors que par contre, quand lui met des patates de forain, il retire des dents à des mecs, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est le point de la famille, mon gars. Il y a vraiment un délire là-dessus. Bon, là, ça me fume, quoi, ce stade-là. Ça me fume de voir aussi peu d'intérêt porté à la logique qui doit être amenée à l'écran. Et encore une fois, j'aime bien la saga Fast and Furious. Moi, je passe des bons moments devant, je me marre bien, on se tape des bonnes barres. Mais à ce stade-là, stop, quoi. En fait, il y a deux écoles, quoi. Soit vous avez concédé et vous vous dites, bah, quoi qu'on me donne, tant que j'ai mes bagnoles qui font des trucs improbables, j'accepte. Soit tu te dis, ah ouais, non, là, c'est trop, en fait.
Et moi, je pense que je me souviens pas. Je pense qu'il y en a que j'ai pas vu en fait dans les 9 premiers. C'est peut-être pour ça que ma tolérance est encore. Peut-être. Tu vois, je sais vraiment, pas. j'étais fasciné. Mais Honnêtement, ça après, fait longtemps que moi je les ai pas revus, mais après ils sont tellement simplistes que honnêtement tu te souviens des Fast and Furious avec. je pense que j'en ai pas vu alors, parce qu'il y en a qui me parlent vraiment pas. Mais enfin, moi, dès l'instant où dans les films précédents, un mec était mort dans le 3 et teasé dans le 6 pour revenir dans le 7, et puis qu'on a une mort tragique d'un personnage et qu'en fait elle revient et puis machin, et la sœur elle est morte et machin. C'est une telenovelas quoi. J'ai concédé quoi, genre j'attends même pas que le film de ce côté-là soit. Maintenant en plus c'est un film, il y a un film de casse au début, il y a du James Bond, c'est. Louis Leterrier en fait, je trouve que c'est déjà un exploit d'avoir fait d'un Bluey Bulga aussi horrible, tu vois, en termes d'écriture, là, hein, d'avoir réussi à tirer un truc où les scènes d'action se tiennent entre elles. Bah écoute, ouais voilà, après, c'est. Oui, en fait, est-ce que vous avez concédé ou pas, quoi. Je pense que ça va tenir un peu à ça pour savoir si vous allez apprécier le film. Après, c'est vrai qu'en termes d'écriture, c'est n'importe quoi, quoi. Il y a des gens, ils viennent pour toucher leur chèque, ils se barrent, ils ont même pas une prise, quoi. Ouais, non mais c'est vrai, et c'est vraiment problématique parce que, enfin, encore une fois, on revient sur cette idée de cynisme qui se ressent pas forcément dans la mise en scène de Louis Leterrier, mais on sent aussi que Louis Leterrier, il est là pour s'amuser parce qu'à mon avis, ça doit le faire kiffer de Comme pouvoir certains des filmer des acteurs, bagnoles. hein. Comme certains des acteurs, il y a une grande majorité des acteurs, ça se voit. Enfin, moi je pense à Brie Larson, on aura l'occasion d'en parler au niveau du casting, mais on a Brie Larson, ça sent qu'elle est là pour s'amuser et que ça la fait marrer en fait de se balader dans une saga comme ça. Donc, enfin. Puis au moins elle a un rôle quoi, au moins elle est là et puis elle fait des choses, son personnage est un petit peu caractérisé quoi. Tu vois, Ouais, genre, c'est ça. Mais c'est pas ouf, hein, ça reste très. Enfin, ouais, c'est pas super écrit non plus. Et hein. après, quand même, moi, la grande prouesse que j'ai envie de saluer de la part de Louis Leterrier, c'est qu'il arrive à tenir, entre guillemets, une certaine cohérence de rythme dans un film où il ne devrait pas y en avoir parce qu'on se balade littéralement constamment d'un point A à un point Z. Attends, on va il y en a pas en plus. on va de Rome à Londres, en passant par Rio, en allant en Antarctique, Au Portugal, en retournant au Portugal, en partant des États-Unis. en partant des États-Unis. Non, mais- 6 pays. James Bond n'arrive pas à faire autant de trucs dans un film. C'est ça. En même temps, ils sont 12. C'est peut-être pour ça qu'il y arrive pas Ouais, tout non, seul. non, mais- Mais il n'y a pas, par exemple, c'est rythmé, mais il n'y a pas d'unité de temps. C'est-à-dire que, est-ce qu'il s'est passé une nuit, 12 heures, juste 6 heures le temps de prendre l'avion? Est-ce que les mecs ont pris une douche entre leurs différentes scènes? Même le personnage, tu te dis, mais là, dors un coup demain, tu dois être fatigué, mon gars. Enfin, Non, c'est pas possible. ça ne s'arrête jamais, quoi. Et c'est vrai qu'il y a vraiment. En fait, c'est même pas qu'il n'y a pas d'unité de temps, c'est qu'il y en a 3. Ou 3 ou 4. On va pas tout dire parce que sinon effectivement c'est du spoil. Non mais en fait tu te retrouves avec des persos qui sont en un endroit, d'autres persos qui sont en un autre endroit, Ouais, d'autres persos qui sont en un autre endroit, ils vivent leur vie et à la fin on est supposé avoir une réunion sauf que Bah, il en manque, parce qu'il y en a qui sont pas là. Voilà. Et qu'on sait pas trop pourquoi. Enfin, aussi en même temps quand t'es en Antarctique c'est chaud de revenir de l'Antarctique. Ouais en 6 non heures, mais en fait c'est juste que bon c'est pas du spoil mais en gros le film se finit sur un immense cliffhanger pour justement teaser l'épisode 11 et l'épisode 12 et c'est too much quoi, je veux dire on est à l'épisode 10 à ce stade là, certes c'est bien de vouloir amorcer une fin. Mais là, c'est. Mais c'est surtout comment ça va recommencer. En fait, ça va forcément. Le soufflet va forcément redescendre au début du 11. Parce que tu peux pas recommencer un film à la fin de ça où il se passe tellement de choses. Ça se finit en plein milieu de l'action en fait. Ouais, vraiment en plein milieu de l'action. Sans spoil, l'eau est en train de couler quoi. Littéralement, et tu fais. Ah oui, d'accord, on saura pas ce qui se passe. Mais du coup, le film suivant, à moins de recommencer, mais d'être. Genre, on va être en apnée, quoi, pendant le film, c'est pas possible. Je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas non plus. C'est presque pour la science, j'ai envie de le voir, tu vois. Genre, ah ouais, non, mais ça moi, pue. moi, honnêtement, je pense que c'est. Ouais, ça sent mauvais. Ça sent mais très mauvais. c'était. En fait, ça va être un peu dur ce que je veux dire, mais ça me fait penser à Star Wars 7, mais en encore plus. Au moins, Star Wars 7, c'était la sécurité, mais au moins, c'était la sécurité, quoi. Ouais, franchement, Star Wars 7 à côté, c'est une masterclass, hein, Ouais, sans déconner. Hein, je sais bien que tu veux faire des comparatifs, mon cher Ouais, FX, mais on se va prendre des comparatifs un peu plus terre à terre. Bah, du coup, on va prendre les Resident Evil, tu vois. Ouais, mais là, pareil, tu vois, au moins, à la limite, les Resident Evil, ça coûtait moins de brousouf, il y avait moins d'ambition et c'était un peu plus minime. Là, c'est gros souci. Mais tu vois, c'est une saga qui fait. Je sais pas. Et puis, elle va vraiment rester seule dans son domaine, quoi. Parce qu'il y en a quand même pas beaucoup qui font ça. Ah ouais, non. Le casting, on va aller vite parce qu'honnêtement, il n'y a pas forcément tant de choses que ça à dire. Bah, si vous avez vu le 9, vous rajoutez 3 mecs et puis c'est bon. Voilà ça, parce qu'en gros, tout le monde reprend un petit peu son rôle. Bon, à la limite, tu vois, le seul trio que je trouve un peu inutile vraiment en termes d'interprétation, c'est Chris Bridges, Tyrese Gibson et Nathalie Emmanuel, qui dans leur passage à Londres ont vraiment aucun intérêt. Aucune logique. C'est un buddy movie et en plus ils sont à 3 donc ça n'a aucun sens. Voilà. Michel Rodriguez est bien et forme un duo à peu près convaincant avec Charlize Theron, mais tellement en arrière-plan que c'est un peu difficile de les faire ressortir du lot. Ça n'avait aucun sens. Scott Eastwood fait littéralement un caméo. Vin
Diesel est bien sans être renversant. John Cena est peut-être l'un des meilleurs atouts de ce long métrage parce que réellement, lui, c'est le seul à croire à son perso et c'est le seul qui a un peu une histoire annexe intéressante, entre guillemets. Et encore, son histoire, c'est je prends l'avion, quoi. Oui, c'est ça. Mais au moins, ouais, c'est clair que... Mais au moins, c'est un peu plus intéressant à suivre, quoi. Bah, il le vit, quoi, son film. Exactement. Ça va. Il est pas morné, quoi. Après, on a Brie Larson, donc, qui interprète la fille de Nobody, qui est plutôt bien, elle interprète bien le perso, on sent qu'elle s'amuse. C'est un peu comme on peut retrouver Charlize Theron qui s'amusait sur l'épisode 8, c'est un peu comme on peut retrouver Kurt Russell qui s'amusait sur l'épisode 7, Dwayne Johnson qui s'amusait sur l'épisode 5. Enfin, on retrouve cette folie en fait du début qui fait des fois que certains interprètes, c'est amusant de les suivre en fait dans les Fast and Furious. Et je trouve que là ça marche. Et après, Jason Momoa, l'interprète est bien, mais le perso est foiré en fait, donc c'est un peu problématique. Après, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est un Joker débile, comme on en parlait dans la voiture en rentrant du cinéma, mais bah, il joue bien ce qu'on lui demande de faire, il cabotine, et je pense vraiment qu'il prend un pied de ouf à le faire. Il a l'air de faire s'amuser. Ah oui, mais avec ses punchlines enchanté, Dominique, j'ai vu en VF en plus. Bonsoir, à bientôt. Enfin, non mais c'est terrible. Comme tu dis, c'est du cabotinage, c'est extrême, c'est too much, ça passe, mais il y a des moments où tu as envie de dire le problème c'est que t'es le méchant. Et niveau crédibilité, bah il n'y a rien quoi. Je veux dire, même le Joker du Batman de 66 c'était plus terrifiant que Jason Momoa dans Fast X. Ce qui est problématique. Ouais, enfin, de toute façon, c'est des personnages prétextes en fait. C'est censé être un master. Enfin, après, mais encore une fois, il faut vraiment différencier le personnage de l'interprétation parce que le personnage il est écrit. Il est plus fort que tout le monde en fait. Il a 15 coups d'avance sur tout le monde. Il connaît les noms des sous-fifres des autres méchants. Et tu dis, ah mais ils vont peut-être nous expliquer comment il sait tout ça. Non. Mais à la limite, tu vois, dans le genre, Luke Evans dans l'épisode 6 faisait un peu le même type de taf, mais au moins avait une crédibilité qui le rendait un peu cool. Et qui faisait qu'en plus, accessoirement, c'était un bon conducteur. Parce que là, on a aussi un autre problème. On est dans la saga Fast and Furious. Jason Momoa, son personnage ne sait pas hyper bien conduire. C'est même une blague dans le film. Hein, heureusement qu'il a des bombes et qu'il a des lance-roquettes, parce que sinon... Et c'est un peu dommage, parce que c'était le principe un petit peu de tous les persos, entre guillemets, de Fast and Furious. Et là, c'est un problème d'écriture. On a un peu perdu ça depuis Cypher, honnêtement, on va pas se mentir. Depuis Cypher, il y avait vraiment le problème de les méchants, ils savent plus trop bien conduire. Et Jason Statham, c'était le dernier qui arrivait à peu près à manier une bagnole et à faire en sorte qu'une caisse aille d'un point A à un point Z. Et à la limite, Jacob aussi. Mais là, du coup, on est encore sur le problème, on est sur une saga de bagnole. Le méchant ne sait pas bien conduire. Et là où tu as raison, où je te rejoins, c'est qu'en plus, c'est une blague parce que dans le film, il en rigole presque. En mode, il lâche le volant, il fait oh, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça, voilà. Tu sens qu'il a été écrit comme ça, donc en vrai, moi, il se marre, Jason Momoa, c'est bien, mec. Voilà. Amuse-toi, tu seras le méchant final a priori. Ouais. Et encore, on sait même pas. Enfin, c'est pas sa faute, quoi, mais j'espère que le chèque était bien, quoi, tu vois. Genre. Ouais, ça c'est clair. On arrive à la fin de cette vidéo. Fast and Furious X, on en pense quoi, FX? Bah la famille sur 10, hein, comme d'hab. La famille 10 sur 10 presque, on peut le dire. Ils sont même plus que 10 maintenant. Enfin bref, si vous avez aimé les précédents, bah allez le voir par curiosité. Et puis si vous n'avez pas aimé les précédents, mais qu'est-ce que vous faites là en fait? Je pense qu'ils sont pas là. Voilà, ils sont pas là, vous êtes partis, c'est très bien pour vous. Ouais, non, voilà. Bon, on arrive proche de la fin aussi pour eux et voilà, on a hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite parce que Vin Diesel, c'est un peu sa vie depuis 20 ans maintenant. Ah bah c'est clair, il n'y a plus rien. C'est Groot, hein. Ouais. Non, bah c'est la fin, pour moi, c'est le début de la fin, c'est la descente est amorcée, La dernière course. La dernière course, espérons que ça sera la dernière, parce que là, vraiment, j'ai même un doute sur le fait qu'un épisode 12 se fasse, honnêtement, hein, vu la qualité du film ici. On verra, peut-être que le film va réussir à convaincre quand même, mais honnêtement, moi, j'y crois pas, je pense que c'est un peu l'épisode qui va user, qui va... défoncer la machine et qui va vraiment mettre le carburateur en rade. Enfin, c'est... T'as vraiment fait toutes les métaphores. J'ai vraiment essayé. Tu les as bossées. Je te jure, je les ai bossées. Mais honnêtement, ouais, la Fast and Furious 10 de Louis Leterrier, c'est sympa si vous aimez les belles séquences d'action. Et par contre, oubliez la cohérence, oubliez la logique, oubliez la clairvoyance de vouloir équilibrer un minimum le récit. C'est un fourre-tout de beaucoup trop de choses. C'est l'un des scénarios les plus médiocres que j'ai vu depuis très longtemps sur un blockbuster. Ça me fait limite de la peine de voir aussi peu d'intérêt porté par l'un des deux mecs qui est à l'origine du renouveau de la saga, en avoir aussi peu à foutre finalement de la cohérence de son récit. Parce que Justin Lin, c'est bon de rappeler que c'est quand même le mec qui s'occupe de la saga depuis l'épisode 3. C'est lui qui a vraiment amené le renouveau de la série. Et le voir en avoir aussi peu à faire de l'écriture, ça fait vraiment de la peine. Mais voilà, comme le dit FX, si vous avez vu les précédents, vous vous marrez devant celui-là. Si vous les avez pas vus, qu'est-ce que vous faites là?
Merci mon cher FX d'avoir participé à cette petite vidéo. Tout pour la famille. Ouais, tout pour la famille. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, peut-être dans pas longtemps, peut-être d'ici quelques mois. Nous verrons bien. Quand la famille aura besoin de nous. Exactement. Voilà. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut. Bon, on va aller ouvrir des Corona parce qu'il faut oublier ça, il faut vraiment oublier ça. Évite un barbecue quoi. Ouais, un gros barbecue là. Oh là là, non mais oui, c'était...